Alors, je vais commencer par les présentations. Michel Gir, donc, de la société GMBA, vous êtes associé, fondateur. Oui, bonjour à toutes et bonjour. Tous. GMBA, en quelques mots, pouvez-vous nous expliquer ce que vous faites? Eh bien, GMBA, en quelques mots, c'est un cabinet d'audit, expertise, conseil. Donc, j'évite le résumé et le mot comptable, parce que nous sommes de moins en moins comptables et de plus en plus accompagnateurs d'entreprises. Comme j'ai une salle bien remplie, je me permets de vous signaler, mais c'est important. Voilà, on est une structure d'une centaine de personnes. On fait partie d'un ensemble plus grand qui est un réseau national, lui-même faisant partie d'un réseau international qui s'appelle Baker Tilly France pour la France, international pour le monde. Et GMBA est labellisé depuis 2011, et Baker Tilly Baker Tilly France, le réseau, est labellisé depuis 2013. Voilà, c'est tout frais. Et on a, en tant que cabinet d'audit d'expertise, on a un rôle particulier, me semble-t-il, puisque je le rappelle. On va y revenir juste pour suivre les présentations, vous anticipez un tout petit peu. J'anticipe. Voilà. À votre droite, vous avez Emmanuel Solou. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Co-dirigeant de la société Restoria, président du CJD d'Angers. Labellisé Lucie également. Depuis septembre 2013. Depuis septembre 2013. Que fait Restoria? Donc Restoria, bonjour. Restoria est une société de restauration collective qui est présente sur 3 marchés de manière assez traditionnelle dans notre métier. Donc nos clients, c'est le marché de l'enseignement. Ça commence à la crèche et ça finit jusqu'à l'enseignement supérieur. Deuxième marché sur lequel nous sommes présents, c'est le marché de la restauration d'entreprise et d'administration. Et le troisième marché, c'est le marché de la santé et du médico-social, des maisons de retraite, des foyers logements, des cliniques, des structures d'accueil de personnes handicapées. Très bien, merci. À votre droite, c'est Daniel Léoni. Non, c'est Patrick Piron, pardon, excusez-moi, on commence avec M. Piron. Patrick Piron, donc, qui est président de la plateforme RSE, secrétaire national RSE CFDT, c'est bien ça? Oui, secrétaire national de la CFDT, en charge entre autres de la RSE. Ok. C'est mieux. Oui, pardon, vous n'êtes pas secrétaire national de la CFDT. Et donc, pouvez-vous nous dire quelques mots sur cette plateforme RSE? En quoi consiste-t-elle? La plateforme RSE, c'est une plateforme qui a vraiment démarré le 1er octobre dernier, etc. Voilà, donc c'est en gros, la plateforme, l'objectif, c'est d'installer la RSE dans le pays, comme un élément naturel, voilà, de coopération. Et enfin, Daniel Léoni, vous êtes directeur qualité, sécurité et développement durable de l'IRECO. C'est ça. Bonjour. Bonjour. L'IRECO en quelques mots. Alors l'IRECO en quelques mots, c'est une entreprise de taille intermédiaire qui emploie 10 000 personnes dans le monde pour un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros. Et nous sommes 3e dans notre marché qui est la solution aux entreprises, c'est-à-dire l'approvisionnement de fournitures de bureaux et d'équipements de protection individuelle, entre autres. D'accord. Alors, puisque vous avez le micro, conservez-le. Pouvez-vous nous dire en quoi, dans votre domaine d'activité, dans votre entreprise, la RSE est un levier, par ailleurs, de performance économique et notamment de conquête de nouveaux clients? Alors, il y a 2 questions là-dedans. La performance économique ou le levier de fidélisation de la chaîne d'approvisionnement, en fait, c'est la première chose. Lorsqu'on travaille avec des évaluations de nos fournisseurs, on est à peu près certain de trouver les bons fournisseurs qui pourront demain nous livrer dans les délais, dans les temps. S'ils maîtrisent un peu ou même en profondeur la RSE, ils seront fiables. Ça, c'est la première chose. Après, il y a également, en termes de fidélisation, tout ce que l'on peut faire, nous, pour apporter des solutions à nos clients. Donc là, il y a énormément d'axes qui vont être faits. Traditionnellement, quand on s'occupe de la RSE, la première des choses que l'on fait, c'est on envoie des questionnaires à nos fournisseurs et on se dit, tiens, est-ce que mes fournisseurs sont propres? Bien sûr, on va travailler sur soi, on va travailler sur l'environnement, on va travailler sur l'axe social, mais finalement, on va porter de l'exigence vers ailleurs, et ce qui nous a permis tous de progresser, je pense.
Nous sommes arrivés à un moment où je me dis qu'il faut travailler de façon différente aujourd'hui et se dire, par rapport à tout ce qu'il y a comme démarche d'achat responsable dans les entreprises, qu'est-ce que moi, l'IRECO, je mets en place pour ce que j'appelle des ventes responsables. Dans Pour l'entreprise, relancer une gamme qui n'existait pas auparavant, c'est quelque chose que vous avez créé à la demande du marché ou c'est une initiative que vous avez prise pour essayer d'ouvrir un nouveau marché? C'est une initiative que j'ai prise parce que j'ai participé à des groupes de travail dans l'Observe, j'ai participé également à des groupes de travail sur l'économie de la fonctionnalité, et on arrive aujourd'hui à analyser les limites d'un modèle tel que l'IRECO. Effectivement, nous vendons sur un marché qui est extrêmement concurrencé. Je ne vais pas jouer la pleureuse, mais effectivement, les marges sont en train de s'effondrer. Et je pense qu'on est tous dans ce cas-là. Et la question qui s'est posée à moi, c'est de me dire, est-ce qu'aujourd'hui, notre modèle n'est-il pas en train d'atteindre ses limites de fonctionnement? Et par rapport à ces limites de fonctionnement, qu'est-ce que je peux faire? La préoccupation d'un acheteur, quel qu'il soit, c'est toujours de diminuer la ligne budgétaire qui est allouée à la fourniture au bureau ou à tout autre acte d'achat. Je suis parti, moi, du principe qu'il fallait aujourd'hui, puisque mes marges étaient arrivées à des niveaux qui ne supportaient plus d'être rognés, qu'il fallait aujourd'hui travailler à la réduction de la consommation matière de mes interlocuteurs, de mes clients. Alors, je suis aidé par le mouvement technologique qu'il y a, puisqu'on a de plus en plus de dématérialisation, donc on va vendre moins de papier, moins de cartouches d'impression, et on va vendre moins de dossiers, de classements, etc. Ça, c'est des éléments qui sont plutôt vus comme ça, plutôt qui font peur, hein, puisque le business, entre ces trois gammes que je vous ai données, classement, papier et informatique, ça représente grosso modo 50% de notre chiffre d'affaires, donc c'est un enjeu important. Et je le prends moi comme étant une opportunité. Puisque ce marché est en train de se casser la figure, travaillons-nous avec les clients pour l'accompagner à la diminution de ses consommations. On va accélérer ce phénomène-là de façon à pouvoir fidéliser mon client dans la durée. En disant à mon client, écoutez, j'ai moi la connaissance de ce métier de la fourniture de bureau, pour prendre cet exemple, j'ai moi dans mes bases des datas que je peux analyser, je peux vous dire quel est votre comportement par rapport aux produits que vous consommez, et je peux derrière cette analyse vous dire si vous avez la possibilité de l'améliorer. Et si vous pouvez l'améliorer, c'est l'améliorer en diminuant la matière consommée. Alors, ce n'est pas la volonté de diminuer absolument mon chiffre d'affaires que j'ai là. C'est juste la volonté que j'ai de dire, en travaillant à la fidélisation de mes clients, en mettant quelque chose de totalement transparent face à mes clients, je vais pouvoir fidéliser ma relation. Et en fidélisant ma relation, je vais pouvoir rentrer beaucoup plus en profondeur dans mon catalogue, ouvrir mon client à des nouvelles familles qui sont présentes dans mon catalogue et finalement élargir les ventes. Donc il s'agit bien de développer le chiffre d'affaires malgré tout, ou bien d'augmenter les marges. Alors, augmenter les marges est une conséquence. Je crois que, à force de porter des exigences RSE vis-à-vis de nos fournisseurs ou que nos clients les portent vis-à-vis de nous, il faut bien se rendre compte qu'il y a aussi une question de responsabilité de l'acheteur vis-à-vis des marges de son fournisseur. Donc il y a cette partie-là. Maintenant, les marges, elles peuvent aussi s'améliorer en travaillant sur le process. Les process qui ont été mis en place, donc en diminuant nos frais, on va aussi pouvoir ressortir. Et là, nos clients peuvent être également partie prenante. Un des exemples que l'on peut faire, on travaille dans le secteur bancaire, on est très présent dans le secteur bancaire, et le secteur bancaire est un gros consommateur de fournitures. Derrière, il est également un gros consommateur d'imprimés, de PLV ou autres. C'est deux flux d'approvisionnement qui sont totalement différents. Aujourd'hui, l'IRECO a mis en place avec un autre de ses partenaires qui s'appelle DocSourcing, qui est une petite PME qui se trouve dans la Loire, donc dans le 42. On a mis en place une mutualisation de nos flux pour aller servir un seul et même client final. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait un acheteur ou un consommateur plutôt, qui allait passer deux commandes, une commande pour la PLV, une commande pour la fourniture de bureau sur deux outils différents, et il y allait avoir deux camions qui allaient se présenter chez lui avec deux factures et deux enregistrements comptables, etc. On a, à un moment donné, mis en place un seul et même outil pour enregistrer cette commande sur les deux entreprises. On a fait en sorte qu'à un moment donné, les deux flux logistiques se regroupent pour n'avoir qu'un seul camion qui livre donc notre client au final.
Ce qui veut dire que nous avons économisé sur nos frais logistiques, on a économisé en matière environnementale, et finalement, mon client a trouvé de la facilité et de la sécurité. D'accord. Alors, dernière question à ce stade. Sur une échelle de 1 à 10, vous diriez que les acheteurs dont vous parlez ont quel niveau de sensibilité à la RSE, eux ? Alors, les acheteurs sur un niveau de 1 à 10 en sécurité, lorsqu'ils sont sur l'appel d'offres, on va leur donner 10. Lorsqu'ils sont sur la décision d'achat, on va leur donner 2. C'est deux choses qui sont tellement différentes que l'on ne peut pas le dire. Mais en même temps, je ne crois pas qu'il faut faire de la RSE pour se dire ça va emporter le marché. Non, la RSE, c'est un élément de différenciation et c'est un élément qui, quand il est bien conduit, fait gagner de l'argent à l'entreprise qui le mène, tout simplement. C'est tout simplement quelque chose de bon sens. Lorsqu'on travaille sur l'axe social, qu'on travaille sur l'absentéisme, le turnover, on arrive à rentabiliser l'entreprise. Lorsqu'on travaille sur le flux logistique, avec une partie environnementale, on arrive à faire gagner de l'argent à l'entreprise. Sur les déchets, c'est la même chose. Donc oui, nos acheteurs jouent le jeu, et leur jeu, c'est de nous titiller, c'est de nous pousser, comme je pousse moi-même mes fournisseurs. C'est pas trop gênant, et dans l'acte d'achat, dans la décision d'achat, il ne faut pas se leurrer, la dimension RSE est plutôt légère aujourd'hui. Alors, Patrick Piron, vous disiez 5 pôles, 48 organisations, un pôle économique, un pôle société civile, un pôle syndicat, institutionnel, chercheurs. Comment on arrive à organiser tout ça? Est-ce que c'est pas le grand foutoir? La plateforme RSE? Non, déjà, tous les membres qui participent à la plateforme RSE sont convaincus, me semble-t-il, que la RSE, c'est des pratiques vertueuses, c'est des relations d'interface à créer, etc. Donc, c'est pas un foutoir dans le sens, on n'est pas dans une relation d'incompréhension sur le fond, sur l'objectif que la RSE est importante. Par contre, on a des incompréhensions sur je regarde la RSE là où je suis. Et la RSE, vous avez bien vu, c'est comme ISO 26000, et ça touche tellement de sujets en termes de pratiques et autres. Donc vous avez des institutions, des organisations qui sont sensibilisées plus sur le développement durable, point, et qui ne veulent pas entendre parler de performance, ou qui disent mais c'est pas l'objectif, la performance c'est d'avoir moins de matières premières, de consommer moins de matières premières, ou d'être plus vertueux dans le rejet de ce qu'on renvoie à la nature, etc., qui doivent discuter avec un monde patronal, parce que c'est quand même ça, qui eux disent mais nous on veut réduire nos coûts, on veut que ça soit un élément de performance, etc., etc. Donc, on voit bien que la difficulté de la plateforme, et c'est en ça qu'elle est importante, c'est qu'on fait un lien où on crée les conditions d'un dialogue entre des populations ou des mouvements ou des associations et des mondes différents qui ne se croisent pas normalement, qui s'affrontent plutôt. Là, on se force à se dire, bon, d'accord, on regarde la RSE avec des entrées différentes, mais est-ce qu'en fin de compte, on ne peut pas se dire que tout ça, ça va dans le même sens, dans le même horizon? Et c'est en ça que la plateforme, elle a comme objectif de construire un langage, une vision commune de ce que c'est que la RSE, et de ne pas opposer la prise en compte du risque avec la prise en compte de l'environnement et avec aussi la prise en compte d'un élément de performance que peut être la RSE. Et que tout ça, ça va dans le même sens, et qu'on a intérêt à se dire que il vaut mieux regarder où on met les curseurs plutôt que de se les opposer. C'est quoi votre feuille de route très concrète? Vous avez quel objectif? Là, pour l'instant, là, pour l'instant, on a 3 groupes de travail qui sont lancés, que je disais tout à l'heure, qui permettent d'approfondir justement une compréhension mutuelle de ce que c'est que la RSE, que ce soit dans le domaine de la compétitivité, de la coopération sur les territoires entre PME, entre entreprises, territoires, etc. Il y a un deuxième groupe de travail qui est autour de transparence, reporting extra-financier, notation sociale, label. Comment tout ça, ça participe à mettre en place des pratiques de différenciation et qui sont de la RSE. Et il y a un troisième groupe de travail qui est beaucoup plus, c'est comment la France
si elle porte la RSE, elle peut aussi faire de la différenciation à l'international. Comment elle peut se faire entendre en Europe et à l'international, mais comment aussi on prend en compte la réglementation, la normalisation qui existe dans ce domaine. Ça, c'est le premier étage de notre plan de travail rapidement, qui devrait donner lieu à des rapports partagés, puisqu'on fonctionne par consensus. Hein. On essaye de fonctionner par consensus, et on a eu un exemple où ça a fonctionné, pour juin. Voilà, dire, bah, voilà les rapports. Voilà. Deuxième fusée de l'étage, c'est de se dire, on sait que la RSE, et c'est en ça que je pense que c'est un cliquetis de plus qui va vers un nouveau modèle de développement et qui dépasse la France, puisque c'est un élan européen quand même, il faut se le dire. Hein, il y a, tous les pays européens ont dans leur plan de travail à définir ce que c'est que la RSE pour leur pays. Et nous, on va essayer de contribuer à travers un texte de référence, qu'on appelle, un texte fondateur de la plateforme, qu'on enverra au gouvernement pour alimenter ce que pourrait être le discours aussi du gouvernement sur c'est quoi la politique de RSE de la France. Voilà, donc ça c'est un élément important. Et puis après, on réfléchit aussi sur comment on peut installer la RSE à travers des bonnes pratiques et montrer à voir que ça existe et qu'il y a énormément d'entreprises, d'associations, de collectivités territoriales qui mettent en place de la RSE tant dans leurs pratiques au quotidien et que ça marche. Voilà. Et donc on a une série d'auditions, on a une trentaine d'auditions aujourd'hui et la belle Lucie a été auditionnée le 4, on est quoi là, on est 6, avant-hier, auprès de la plateforme pour montrer ce qu'elle faisait. Et on a des auditions de collectivités territoriales, des auditions d'entreprises qui disent mais nous on y croit et nous on le met en œuvre. On fait un écosystème. Parce que quand on est en partenariat et qu'on implique les parties prenantes pour avoir un marché, et c'est pas opposé, c'est ce que vous disiez, je crois que c'est important de se le dire, eh ben on est plus fort. Et si on fidélise nos clients, on est tous gagnants. Voilà, tout le monde doit pouvoir s'y retrouver. Et donc dans ces 30 auditions de pratiques réelles d'entreprises, de collectivités, vont alimenter la réflexion de la plateforme et qu'on essaiera de valoriser dans tout le pays en disant, ben voilà, la RSE, ça existe, ça marche, pourquoi tout le monde ne le fait pas? D'accord. Alors, donc salut juste un dernier petit mot, c'est que le premier acte quand même de la plateforme qui montre qu'on peut avoir, alors que tout le monde nous disait, vous êtes fous, 48 organisations, ça va être le foutoir, je rappelle, on me disait, il ne faut surtout pas prendre la présidence de ce truc-là, tu vas te fermer, enfin voilà. Comme si les membres de la plateforme n'étaient pas responsables. Ça aurait été une hérésie. Bon voilà. Et donc, le premier acte, c'est de dire, on a une expression publique qu'on a envoyée à Bruxelles et à Matignon pour soutenir la directive européenne sur le reporting extra-financier. Ça paraît peu, mais c'est beaucoup pour une plateforme qui démarre le 1er octobre et qui regroupe quand même des entrées différentes de ce que c'est que la RSE. Ok. Donc, je salue l'arrivée de Fabienne Renaud et je vous présente en quelques mots des Pays de la Loire. Et vous avez notamment en charge l'économie sociale et solidaire, la création d'entreprises, le commerce et l'artisanat. Je vais revenir à vous dans un instant. On va écouter d'abord Emmanuel Solou, à qui j'ai demandé de prendre le micro. Alors, c'est intéressant parce que vous dites, Emmanuel, la RSE c'est bien, enfin en tout cas pour Restoria c'est important, mais vous émettez quelques doutes sur la façon dont elle est prise en compte sur les marchés sur lesquels vous opérez. Alors peut-être pour commencer, en 2 mots, d'où vient votre implication à vous? Je crois que ça date de 2005. Alors en 2 mots, ça va être difficile parce que le temps est compté. Je vais faire très vite, ou on parlera peut-être plus tard en table ronde, mais l'implication, c'est d'abord, avant tout, en ce qui concerne mon associé Philippe Comte et Vincent et moi-même, c'est avant tout une prise de conscience, c'était en 2005, une prise de conscience que peut-être on devait imaginer l'entreprise différemment si on voulait qu'elle puisse perdurer dans les années à venir. Donc là, je vous fais un résumé très court, mais voilà, il y a une prise de conscience à un moment et de se dire qu'il faut vraiment, réellement, qu'on ait une démarche réelle et sincère de ce qu'on appelait à l'époque développement durable, qu'on appelle maintenant RSE, parce qu'impliquer l'entreprise. Mais il y a vraiment eu un déclic un jour dans un bureau. D'accord. Mais ce que vous dites, c'est que vous essayez de vous l'appliquer, mais vous constatez que sur vos métiers, c'est assez facile de se revendiquer de la RSE, c'est un petit peu plus compliqué d'en donner des gages concrets. En fait, moi
vu la question était de se dire au départ, est-ce que la RSE est un outil de conquête ou de fidélisation de clients? Moi, j'ai envie de vous répondre en 4 temps, je vais faire vite, mais en 4 temps. Oui, je dirais oui, c'est un outil de conquête, et sur 2 axes. C'est un outil de conquête de nouveaux clients, parce qu'aujourd'hui, dans d'autres métiers en tout cas, je ne sais pas dans les autres, mais dans d'autres métiers en tout cas, on répond à de nombreux appels d'offres, publics ou privés, et aujourd'hui, dans tous les appels d'offres, je dirais 80 à 90% des cahiers des charges, à un moment ou à un autre, mentionnent la notion de développement durable, pas forcément RSE, au moins développement durable. Donc aujourd'hui, c'est incontournable. Un acteur dans notre métier qui n'aurait pas au moins initié une démarche aurait beaucoup de mal à répondre à certains cahiers des charges. S'il ne le fait pas, il est un petit peu en retard. Donc c'est incontournable pour pouvoir conquérir des marchés. C'est important aussi parce que notre démarche, par exemple celle de Restoria, clairement nous a permis de séduire certains clients. Certains clients sont venus chez nous, nous ont dit « Écoutez, nous on veut signer avec vous parce que votre démarche nous intéresse. » On ne pourra pas bénéficier de tout parce que vous faites plein de choses, on n'a pas envie d'avoir tout pour l'instant. Mais on sait que si un jour nous, la collectivité, donc c'était toute mairie, en exemple, si nous, mairie, un jour, on a envie de progresser sur la démarche de RSE, on sait qu'on aura un fournisseur qui sera capable de nous accompagner et d'aller un petit peu plus loin. Donc oui, c'est un outil de conquête commerciale. Oui, deuxièmement, c'est un outil de fidélisation. Clairement, on a mis en place, il y a maintenant 4 ans bientôt, une offre spécifique pour la restauration scolaire, qu'on a travaillé énormément sur cette notion de développement durable et RSE plus large ensuite. Je vais faire simple, on a travaillé sur certains piliers. Alors, je dirais du classique, c'est le bio, les producteurs locaux, l'absence de produits OGM, c'est la préservation de la biodiversité, les circuits courts, c'est le produit fait maison. Bon, on a toute une thématique comme ça qu'on a développée, il y a 9 piliers. On a aussi travaillé sur la formation du personnel de service, le personnel de nos clients dans les mairies, sur qu'est-ce que le développement durable appliqué à la restauration. Et cette offre qu'on a mise en place nous a permis de transformer 30% de nos clients qui étaient dans une offre plus basique avant et qui ont choisi de basculer dans cette offre qu'on appelle sélection. Donc aujourd'hui, j'ai pu garder certains clients qui seraient partis si je n'avais pas eu ça. Si je n'avais pas proposé ça, si on n'avait pas été novateur, ils seraient peut-être partis. Donc on a fidélisé des clients et 30% ont basculé. C'est aussi pour moi un outil de fidélisation parce que à partir du moment où on a une vraie démarche réelle et sincère de RSE, on peut communiquer et du coup, l'acheteur qui nous a choisi peut aussi justifier son choix, peut aussi dire voilà, j'ai choisi Restoria parce que ceci, cela, voilà tout ce qui est mis en place sur mon restaurant scolaire ou dans ma maison de retraite ou dans mon entreprise. Et ça permet aussi à l'acheteur de justifier son choix vis-à-vis du convive, de l'enfant, du parent d'élève, mais aussi surtout de l'électeur, parce qu'il y a avant tout une grande dimension politique. Donc voilà, ça permet de fidéliser, de conquérir. Par contre, j'ai envie de vous dire aussi, ben non, c'est pas forcément un atout. C'est pas forcément un atout. Là, c'est un atout, on a vu 2 axes. Mais j'ai aussi 2 réponses pour vous dire, c'est pas un atout de développement commercial. Le premier, c'est tout simplement parce qu'il y a un problème de compréhension. En effet, les cahiers des charges, surtout au marché public, nous parlent de développement durable. Et je rejoins complètement ce que vous disiez tout à l'heure. Entre le cahier des charges, on mettrait une note de 10 sur l'importance de la RSE et la décision d'achat, on passe à 2, c'est exactement ça. Donc aujourd'hui, l'acheteur nous dit, je veux que vous démontriez que vous avez une démarche de RSE, donc on va démontrer qu'on a une démarche de RSE, mais l'acheteur n'a pas forcément conscience de ce qu'est la RSE. Il faut, à mon avis, former l'acheteur. Qu'est-ce que la RSE? La RSE, c'est quoi? C'est de l'environnement? C'est du développement durable? Ou c'est beaucoup plus? Donc là, il y a un souci de formation de l'acheteur à apprécier les points durables et aussi à les aider clairement à faire, je dirais, le tri entre l'ivraie et le bon grain, entre le social washing, le greenwashing, et puis les gens qui ont vraiment une démarche sérieuse de social washing. Donc là, on a vraiment... Vous en voyez beaucoup du green ou du social washing? Énormément, tous les jours. Enfin, c'est vraiment pour moi la plaie. La plaie est ici, c'est le fameux social washing, greenwashing. Et moi, je mets la place, hein, j'ai vu des offres de concurrents, et c'est vrai que quand on regarde l'offre, on se dit, mais comment je peux, en tant qu'acheteur, faire la différence entre une vraie démarche et une démarche qui est purement marketing et d'habillage? Et c'est pas simple. Mais excusez-moi, un acheteur, au-delà de ce qui est écrit dans l'offre, il ne demande pas des gages? Dans un marché public, il ne peut pas. Dans un marché public, il demande une réponse à un appel d'offres. On fait un dossier épais comme ça, il lit le dossier et il ne peut pas aller vérifier sur le terrain. Il peut pas. Et surtout, il n'a pas souvent la conscience de ce qu'est réellement la RSE. Donc je pense qu'il y a un problème de formation de l'acheteur à ce qu'est la RSE. L'autre souci pour un acheteur, c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, si je reprends l'exemple de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, il va répondre à un appel d'offres. J'ai eu un exemple il n'y a pas longtemps. On répond à un appel d'offres, il y avait une dimension développement durable, non pas RSE. Et un de nos confrères a dit, sur le restaurant, je veux faire du compost.
Donc il dit je fais des composts, par contre il n'y avait pas forcément derrière de démarche structurée de RSE, de démarche approfondie. Il a eu la note maximale en développement durable. Nous on a dit on ne fait pas de compost sur le site parce qu'on n'est pas capable, pour X raisons. Par contre on a tout ça derrière, toute la démarche RSE entreprise, ben, on n'a pas eu de bonne note. Donc qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est juste le fait du compost, quelque chose de très ponctuel sur un site, ou c'est tout ce qui est derrière qui est important? Donc c'est la difficulté aussi de bien communiquer, de bien expliquer, pour que l'acheteur comprenne. Et moi, je mets toujours la base de l'acheteur, c'est avec lui, il faut qu'il puisse comprendre et qu'il puisse faire ce tri. Et puis il me reste 2 minutes, autre chose à vous faire passer comme information sur cette compréhension. Je pense qu'en effet, c'est difficile, donc peut-être qu'il faut travailler sur, et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui, sur des labels. Lucie, pour moi, c'est certainement le meilleur moyen de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie pour l'acheteur. Est-ce que la personne qui répond a mis en place une labellisation, a travaillé sur une norme ISO 26000 ou autre? Au moins, est-ce qu'il y a une démarche sincère? Et je pense que si l'acheteur cherche ça, à ce moment-là, il pourra faire le tri. Et là-dessus, Lucie, aujourd'hui, là, je regarde Bruno, mais Lucie, clairement, n'est pas assez connue. On a besoin de travailler sur la notoriété de Lucie. Lucie, c'est bien, mais faire connaître Lucie de plus en plus, faire connaître aussi l'ISO 26000 pour que ça puisse avancer. Et puis, le dernier souci sur pourquoi c'est pas un atout pour le développement, c'est que l'acheteur, déjà, a du mal à comprendre, à trouver, à mesurer la RSE. Et deuxièmement, lorsqu'il pondère dans un cahier des charges, on attribue des critères. Il y a un critère sur le prix. Donc, le prix, généralement, il y a 40, 50, voire 60% de la notation qui est sur le prix. Et puis, vous avez maximum 10% de notation sur les critères RSE. Donc, vous pouvez être le champion du monde de la RSE. Si vous n'êtes pas le moins cher, ça ne sert à rien. Ok. Donc, voilà. Difficulté, en même temps, je les comprends aussi. Donc la RSE, pour moi, ne permet pas de vendre plus ou de vendre plus cher. La RSE peut permettre parfois, en tant qu'argument commercial, de se différencier entre 2 moins 10 ans. Voilà ce qu'elle permet aujourd'hui. Mais je pense que la RSE, comme vous disiez, c'est pas au départ quelque chose de prévu pour faire du développement commercial. C'est bien plus que ça. C'est une philosophie. C'est autre chose. Alors, on va poursuivre le débat tout à l'heure parce qu'on aura une séquence de discussion entre vous. Je vais demander à Michel Gir de prendre le micro. Vous étiez bien lancé tout à l'heure. J'ai été stoppé net. Pardon pour ça. Alors, en quoi dans votre activité, qui est une activité intellectuelle, en quoi est-ce que c'est un facteur qui peut vous différencier, vous permettre de fidéliser ou conquérir de nouveaux clients? Est-ce que c'est vraiment le cas? Oui, c'est le cas, mais je pense qu'il faut d'abord resituer la manière dont nous l'abordons. Nous, on l'aborde d'abord comme un nouveau modèle de développement. Après le reste, donc nous, le cadre, c'est celui-ci, c'est un nouveau modèle de développement. Je vais rester optimiste, pour moi, il va s'imposer au fil des années. Il y a encore peu de temps, je disais que demain, enfin en 2020, une entreprise sera RSE ou ne sera pas. Bon, je vais peut-être dire 2030, mais on y est condamné. Donc il y a ceux qui y vont avec des convictions fortes, qui sont les nôtres. Mais on voit que les contraintes arrivent. Elles arrivent petit à petit par l'ensemble des parties prenantes. Par exemple, une contrainte par exemple, dans les appels d'offres, petit à petit, on voit de plus en plus une note qui est croissante sur la question du développement durable. À mon avis, de manière insuffisamment rapide, mais ça va croissant et c'est une note qui va compter beaucoup plus demain qu'aujourd'hui, j'en suis persuadé. C'est encore trop souvent le prix qui va l'emporter. Demain, je ne suis pas sûr, enfin je suis même sûr du contraire. Parce que, alors c'est ce qui est intéressant, je trouve d'ailleurs, dans ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que vous prenez un banquier aujourd'hui, il prend en compte cet aspect-là. Pourquoi un banquier va prendre en compte cet aspect-là? Parce que la RSE conduit à une meilleure maîtrise des risques de l'entreprise. C'est la même chose pour l'assureur. L'évaluateur également va s'intéresser, va prendre en compte la responsabilité sociétale des organisations dans son approche. Pourquoi? Parce qu'une entreprise RSO valorise beaucoup mieux ses actifs immatériels qu'une autre. C'est pas Alain Fustek qui va me contredire là-dessus. Voilà. Et d'ailleurs, voilà. Donc déjà, moi je pose le cadre comme ça. Voilà. On est dans un nouveau modèle de développement et on organise nos activités dans ce cadre-là. Et ce qu'il y a de particulièrement riche, je trouve, c'est que quand on se pose les questions de notre organisation dans ce nouveau modèle, c'est là qu'on devient riche, parce qu'on porte un nouveau regard. On va porter, donc là on parle de nos clients, mais même s'il est très difficile de distinguer les parties prenantes, pour moi elles
elles sont toutes très importantes. Eh bien, on va porter un nouveau regard sur les clients, on va porter un nouveau regard sur l'ensemble de l'équipe, on va porter un nouveau regard sur nos institutions. Et c'est la force de cette nouveauté qui va conduire à l'innovation et qui va conduire à l'innovation vers les clients, vers les équipes, vers la gouvernance, etc. Donc c'est ce que je trouve moi le plus fort. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous changez de fenêtre, vous voyez autre chose. Vous avez un exemple concret? Un exemple concret, je vais vous le prendre peut-être sur nos clients. On pourrait avoir tendance, quand un client fait un certain nombre de réclamations ou autre, premièrement à défendre d'abord sa prestation, et nous, ce qu'on a fait, c'était bien, voilà, on aurait une grande tendance tout de même à oublier le respect et l'écoute. Et la dimension RSO nous apprend ça, nous apprend à être à l'écoute, à écouter d'abord son client. S'il a quelque chose, s'il a une réclamation à faire, il faut l'écouter. Donc ça, c'est une première chose, et se mettre en retrait. Bien sûr, on a un système qualité, on fait du mieux qu'on peut, mais mettons-nous en retrait, c'est pas la peine de brandir notre démarche qualité, écoutons notre client, voir ce qu'il a à dire, et déjà, ça ira beaucoup mieux. Ça nous a conduit d'ailleurs à mettre en place un système de médiation que nous n'avions pas. Alors, d'ailleurs, je pense qu'il y a très peu de cabinets qui ont un système de médiation, constatant que parfois, il fallait que sur une difficulté avec un client, la relation se fasse avec un tiers du cabinet et non pas avec l'équipe concernée par la mission. Et ça apporte des choses, c'est-à-dire que là, on est en plein dans la fidélisation, puisqu'il y a des clients que nous aurions pu perdre, qui grâce à la médiation sont restés avec nous. Et puisqu'on parle de conquête et de fidélisation, il est certain que dans notre métier, je dirais que c'est également la démarche du RSO, qui rejoint des démarches de marketing, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est en prenant soin de ses clients qu'on les fidélise, et nous, dans notre métier, nos premiers apporteurs d'affaires et de business, ce sont nos clients. Donc c'est un cercle vertueux qui se nourrit. D'accord. Alors, vous allez passer le micro, s'il vous plaît, à Fabienne Renaud. On reviendra à la discussion juste après la pause. Fabienne Renaud, différents arguments ont été, ont été développés. Il y a une interpellation d'Emmanuel Solou sur les appels d'offres. Comment s'est traitée cette question à la région Pays de Loire? Cette dimension RSE dans les appels d'offres. Et puis on va parler du référentiel également. Mais est-ce que vous entendez la critique qui consiste à dire, finalement, dans un marché public, on n'arrive pas à défendre suffisamment notre différence sur cette question particulière? Alors, d'abord, bonjour, excusez mon retard, mais j'ai voulu être RSE ce matin. J'ai emprunté les transports publics et je suis partie à 4h30 ce matin et vous voyez, j'arrive seulement de Nantes, pourtant pas si loin. Mais on a eu, enfin, j'ai cumulé un certain nombre de handicaps. Bref, je suis arrivée, je suis heureuse d'être parmi vous. Heureuse de retrouver aussi beaucoup d'entreprises des Pays de la Loire, j'en ai identifié dans la salle, et je leur souhaite le bonjour. Je sais qu'on est je crois, la deuxième région de France au niveau du nombre d'entreprises label était Lucie, et c'est aussi important. Et c'est sans doute ce qui a poussé la région Pays de la Loire aussi à s'engager dans la démarche. Et moi j'entends cette contrainte qui est exprimée, parce que nous, de notre côté, en tant que collectivité, vous le savez, on est encadré par le Code des marchés publics, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Donc on a défini le référentiel, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure si vous souhaitez. Et on s'est dit maintenant, concrètement, nous en tant que clients, comment on va pouvoir, donneur d'ordre, comment on va pouvoir décliner des clauses RSE dans les marchés publics. Donc on a organisé une première réunion avec l'ensemble des collectivités infrarégionales pour essayer déjà de se mettre d'accord entre nous sur une démarche qui pourrait être commune. Parce que ce que j'ai souvent entendu aussi, c'est, eh bien, on répond aux appels d'offres du Conseil général, il y a des critères, on répond au marché de Nantes Métropole, c'est d'autres critères, on répond à la région, encore d'autres critères, et pour des très petites entreprises, elles préfèrent eh bien, tout simplement ne pas candidater, tellement c'est compliqué à réaliser. Donc on s'est dit déjà,
mettons-nous d'accord entre nous. Est-ce que vous l'êtes aujourd'hui? On est en cours, on a une première réunion, et moi j'ai été très surprise de voir le nombre d'initiatives en région Pays de la Loire. C'est-à-dire qu'on n'en avait pas la visibilité. Nous, la démarche de définition du référentiel, elle s'est faite plutôt avec les entreprises. Et donc là, maintenant, on est dans eh bien, le concret avec les différentes collectivités. Et donc l'objectif, c'est de décliner des clauses RSE dans les marchés publics et de faire que l'ensemble de ces clauses soient communes sur les marchés publics de toutes les collectivités qui voudront bien s'approprier notre référentiel régional. Donc après, vous le savez, on est aussi dans un cadre européen. Les lignes sont en train de bouger et on espère bien pouvoir continuer à avancer pour, y compris dans du lobby au niveau européen, de faire évoluer les choses pour que nos marchés, bien sûr, soient conformes. Alors, nous, on est en train de déterminer ensemble, avec mon collègue qui a en charge les marchés publics à la région, de travailler concrètement sur la déclinaison de ces critères dans les marchés. Juste une question sur les directives européennes. J'ai cru comprendre que la directive marché public était en cours de refonte. Voilà, actuellement. Et c'est bien pour ça qu'on essaie, nous, de pousser pour qu'elle soit... parce que vous savez, on était au niveau européen plutôt sur la concurrence, donc aussitôt qu'on commence à vouloir décliner des clauses un petit peu plus contraignantes, favoriser, enfin, on ne peut pas favoriser, mais inciter à avoir, par exemple, des circuits courts, favoriser la participation d'entreprises locales, etc. Là, on était vraiment hors la loi, donc c'était pas possible, puisqu'on espère pouvoir faire bouger. Et la première déclinaison qu'on a choisie, c'est pas la restauration, mais je pense que ça va venir, c'est le bâtiment, parce que le secteur du bâtiment souffre beaucoup aujourd'hui, que le secteur de la filière a beaucoup travaillé sur des critères RSE, et que maintenant on essaie de mettre en conformité, et bien à la fois nous donne des marchés la leur, les travaux publics aussi. Je suis invitée à l'Assemblée Générale de leur club RSE dans quelques jours, et donc là on voit bien que cette connexion, elle commence à se faire, alors à la fois par filière, à la fois avec les collectivités, à la fois avec des entreprises, je dirais, exemplaires, et on en a un certain nombre, parce que ce que vous dites, c'est aussi donner envie à d'autres de s'engager. Et souvent, c'est vécu d'abord comme une contrainte que plutôt un levier à la performance. Donc, il faut ensemble porter ce discours positif. Dernière question à ce stade, et puis ensuite on fait la pause et on revient à la discussion. Vous entendez ce qui est dit sur la pondération des critères entre le prix et la RSE, où finalement Emmanuel dit le prix reste très largement prédominant. C'est-à-dire qu'en gros, si je suis juste à tirer mon prix vers le bas, je vais gagner sans forcément faire de RSE. Ça, vous l'entendez? Oui, alors déjà, je pense que dans beaucoup de marchés publics, dans beaucoup de collectivités, la pondération sur le prix a certainement baissé. Enfin, la note est moins élevée qu'elle ne l'était autrefois, et que les critères de qualité, et c'est là où on peut décliner de la RSE, prennent de plus en plus d'importance. Nous, par exemple, dans nos lycées, au niveau de la restauration, nous nous orientons vers 30% de bio dans les lycées de la région, dans la restauration. Eh bien, il faut le décliner dans les appels d'offres. Donc effectivement, il faut donner moins de place au prix. Après, vous le voyez bien, on est dans des budgets contraints qui, pour les collectivités territoriales, ne sont pas à la hausse actuellement. Donc il faut être raisonnable. Mais je pense que, y compris dans ces contraintes-là, on peut faire beaucoup mieux. Très bien.